monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition. Vous êtes particulièrement nombreux à nous suivre ces derniers jours. Alors je tiens à nouveau à vous remercier pour votre fidélité. Elle est le gage de notre succès et de la diffusion de nos programmes. Continuez donc à nous aider avec des petits gestes rapides. Pensez à cliquer sur le fameux pouce en l'air. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications. Et puis, évidemment, écrivez-nous dans les commentaires. Nous commençons ce soir avec la confirmation de notre décryptage sur la crise ukrainienne. La Russie et les États-Unis poursuivent leurs discussions. Leurs diplomates respectifs se retrouveront jeudi à Istanbul en Turquie, alors que Volodymyr Zelensky a cédé sur les minerais face à Donald Trump. Une accélération qui laisse Emmanuel Macron et son obsession européenne sur la touche. Nous évoquerons ensuite la question des droits de douane agités par Donald Trump. À quoi l'Europe doit-elle s'attendre? Réponse dans ce journal. Et puis nous reviendrons ensuite sur la fin de cavale de Mohamed Amra, le narcotrafiquant évadé l'an dernier. Arrêté en Roumanie, il vient d'être transféré dans sa nouvelle prison française à vos frais. La paix avance malgré Macron. À peine plus d'une semaine après la rencontre entre Sergueï Lavrov et Marco Rubio à Riyad, c'est à Istanbul que se tiendra jeudi le prochain échange entre Moscou et Washington. Pendant ce temps, Donald Trump a contraint Zelensky à accepter un accord sur les minerais ukrainiens. Le point tout de suite. La paix progresse et Macron n'y peut rien. 2 jours après le théâtral voyage du président français à Washington, la démonstration de faiblesse n'est plus à faire. Si la presse parisienne a dû mouiller la chemise pour rhabiller l'épisode en triomphe macroniste, il n'aura fallu que 36 heures pour que le soufflet retombe. Ce mercredi, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a annoncé la tenue d'une rencontre diplomatique entre Moscou et Washington jeudi. Une rencontre bipartite donc qui s'organisera à Istanbul en Turquie. Un lieu qui n'a sans doute pas été choisi par hasard puisque c'est déjà là qu'un accord sur les échanges céréaliers en mer Noire était né en juillet 2022 pour ensuite être prolongé à 2 reprises. Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, fin stratège en matière internationale, avait déjà déclaré vouloir jouer un rôle dans les négociations de paix en Ukraine. La rencontre entre la Russie et les États-Unis devrait aborder d'autres sujets plus pointu que les grandes lignes dessinées par Sergueï Lavrov et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain la semaine dernière à Riyad, en Arabie Saoudite. Une rencontre qui venait mettre un terme à 3 années de rupture entre les deux puissances. Dans le même temps, rappelons que le Young Leader de la promotion 2020, le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, a récemment déclaré qu'il refuserait des échanges avec son homologue russe. Si M. Lavrov souhaite un appel avec vous, vous répondez ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Une posture de blocage pour un pays qui a déjà été écarté du jeu par les comportements d'Emmanuel Macron et les délires bellicistes de l'appareil européen. Une posture qui va à l'encontre de nos intérêts diplomatiques, mais aussi de nos intérêts économiques, à l'image des conséquences brutales des sanctions prétendument contre le gaz russe pour nos industries. Une capacité bruxelloise à se tirer une balle dans le pied qui se poursuit avec la lubie des troupes à envoyer en Ukraine. Une éventualité qui amuse d'ailleurs beaucoup Donald Trump, presque sidéré devant tant de masochisme européen. Lui préfère en effet tordre le bras de Volodymyr Zelensky pour faire main basse sur les terres rares qu'il convoite. Dans ce cadre, on comprend mieux les propos critiques tenus par Donald Trump à l'égard de Volodymyr Zelensky ces derniers jours. Il refuse les élections. Il a un mauvais score dans les vrais sondages ukrainiens. Comment pourrait-il en être autrement alors que chaque ville se fait démolir? Ça paraît difficile, mais quelqu'un m'a dit « Les sondages sont bons ». Vous plaisantez? Toutes les villes sont en train d'être démolies. Elles ressemblent toutes à un chantier de démolition. Un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux de se dépêcher, sinon il ne lui restera plus de pays. Il faut qu'il se dépêche vite. Une pression sur Volodymyr Zelensky, pragmatique et efficace en effet. Non seulement Donald Trump l'a ainsi contraint à accepter les principes d'une paix rapide dans laquelle l'Ukraine sera globalement peu associée aux discussions, mais il a également obtenu gain de cause sur les minerais tant convoités par Washington. Ainsi, le président américain semble être parvenu à obtenir un accord sur l'exploitation par les États-Unis de ce que l'on nomme par raccourci
terres rares, des matières premières si cruciales dans les technologies nouvelles, à savoir dans le cas ukrainien le manganèse, le titane et le graphite. Reste encore à définir les contours exacts avec un problème non négligeable à aplanir. En effet, une bonne partie des ressources évoquées par le président américain se trouvent à l'est de l'Ukraine, autrement dit sur des territoires habités par des populations russophones et désormais sous contrôle russe. Aussi, un accord avec Volodymyr Zelensky ne devrait pas changer grand-chose à l'avenir de ces sous-sols, lesquels devraient rapidement faire l'objet de nouvelles discussions entre Washington et Moscou. Lorsque vous avez parlé à Vladimir Poutine, a-t-il été évoqué ou avez-vous évoqué la possibilité d'un accord concernant les minerais sur les terres ukrainiennes que la Russie contrôle aujourd'hui ? Je n'en ai pas du tout parlé. J'aimerais acheter des minerais sur le territoire russe aussi si nous le pouvons. Les terres rares, ils ont aussi de très bonnes terres rares. Ils en ont tous les deux. C'est ce que je vous dirais. Et le pétrole et le gaz, c'est une bonne chose si nous achetons cela. C'est une bonne affaire aussi pour la Russie. Nous pourrions faire des affaires. Ils ont des terres de grande valeur qui ne sont pas utilisées. Donald Trump, bien conscient de l'affrontement montant des États-Unis avec la Chine, avance donc ses pions sur la question des matières premières. Il parvient à tirer parti d'une situation initialement défavorable créée par ses prédécesseurs néoconservateurs, des manœuvres qui tranchent radicalement avec l'attitude de l'Europe et Emmanuel Macron, qui s'applique quant à eux à transformer tout ce qu'ils touchent en fiasco. Et les terres rares ne sont pas le seul terrain de jeu de Donald Trump. Depuis son retour au pouvoir, le président américain menace d'augmenter les droits de douane, notamment pour l'Europe. Une épée de Damoclès qui plane au-dessus d'économies déjà affaiblies. Explication de Louis Torcy avec le politologue Pierre-Yves Rougeron. La guerre commerciale aura-t-elle lieu ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres dans les cercles diplomatiques européens. Et pour cause, un conflit commercial entre l'Union européenne et les États-Unis pourrait avoir des conséquences désastreuses. En 2024, les États-Unis ont importé pour 584 milliards d'euros de marchandises en provenance de l'UE. Les principaux exportateurs européens sont l'Allemagne, l'Italie et l'Irlande. En effet, l'Amérique importe principalement des produits manufacturés, en tête desquels figurent les médicaments et les voitures. Or, l'industrie automobile est la colonne vertébrale de ce qu'il reste de l'industrie allemande. Les potentiels droits de douane américains feraient du leader de l'UE le principal perdant de la guerre commerciale. Pour le politologue Pierre-Yves Rougeron, cela n'a rien d'un hasard. L'Allemagne est la principale cible en Europe de la nouvelle administration américaine. L'économie allemande, en fait, est un faux géant, malade depuis 20 ans. Les Américains, si vous voulez, il n'y a que les élites françaises pour s'être roulées par terre devant le miracle allemand. Le miracle allemand, ça porte un nom, ça s'appelle l'euro. Nous savons aujourd'hui, vu qu'elles ont été évaluées, que les lois Hartz IV n'ont pas changé grand-chose en Allemagne et que ce qui a drainé la richesse du continent, les Allemands eux-mêmes le reconnaissent dans certaines de leurs études, c'est l'euro. Affaiblissant particulièrement l'Italie, dans l'ordre, l'Italie, puis la France, puis l'Espagne. Si Donald Trump semble prêt à mettre ses menaces à exécution, il espère sans doute faire pression sur les Européens afin d'obtenir des accords commerciaux qu'il jugerait plus équitables. Ainsi, les États européens seraient incités à acheter plus de matériel américain, notamment du matériel militaire ou encore des hydrocarbures, principale exportation américaine vers le vieux continent. Là encore, la dépendance au gaz naturel liquéfié américain est avant tout le problème de l'Allemagne. Depuis le début du conflit en Ukraine et le sabotage du gazoduc Nord Stream 2, les Allemands ont en effet remplacé leur dépendance au gaz russe par une dépendance accrue au gaz de schiste américain. Dans ce contexte, que peut faire la France ? Notre pays a certes des atouts à faire valoir. Il est par exemple champion du monde en matière de nucléaire, une énergie peu coûteuse qui pourrait permettre de réindustrialiser la France pour qu'elle recouvre de sa puissance. Problème, la volonté des dirigeants français. Enjoncée dans un marché européen de l'électricité qui ne bénéficie qu'à l'Allemagne et prisonnière de l'euro, la France a pour l'instant les mains liées. Une situation qui fait craindre le pire à Pierre-Yves Rougeron, que ce soit pour la France comme pour le reste de l'Europe. Si vous voulez, c'est la logique des institutions européennes depuis plusieurs années. Nous allons tellement balafrer ces peuples qu'ils ne pourront pas se débarrasser de nous. On va le payer comment ? D'abord par un surendettement commun, au pire. Ensuite, par des scénarios grecs pour tous. Et à la fin, la vente des bijoux de famille, dont une partie sera rachetée par nos amis américains, de toute évidence. Et à la fin des fins, vous aurez deux effets à long terme.
la destruction démographique, parce que des peuples pauvres qui ont les moyens de faire de la contraception font peu d'enfants, c'est évident. Donc vous allez avoir la destruction physique, et vous aurez de l'autre côté, évidemment, la prise en main des derniers avoirs, qui passera entre autres par la prise de l'épargne. Mohamed Amra est revenu sur notre territoire. Le criminel le plus recherché de France est arrêté en Roumanie et désormais sous haute surveillance. Le point de Renaud de Bourleuf. La mouche de retour en France. Mardi, le narcotrafiquant Mohamed Amra, de nationalité française, est arrivé à l'aéroport de Villacoublay, en région parisienne. Pour rappel, l'individu avait été condamné en janvier 2022 à 3 ans de prison pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. Au cours de sa détention, il a été mis en examen pour de nombreux autres crimes et délits, tentative d'extorsion, tentative d'assassinat, détention d'armes, enlèvement et séquestration ayant entraîné la mort. Selon l'office anti-stupéfiant, il serait alors un baron de la drogue, acheminant de la cocaïne depuis les Caraïbes jusqu'à Marseille. Il est aussi suspecté d'avoir commandité, depuis sa cellule de la prison parisienne de la Santé, l'assassinat d'un autre narcotrafiquant à Marseille. 9 téléphones portables ont par la suite été retrouvés dans sa cellule. Le 14 mai 2024, il s'évade, profitant d'une extraction de sa prison en Normandie pour être amené à un juge d'instruction qui devait l'interroger. Un commando a attaqué le fourgon à la voiture bélier et au fusil d'assaut au péage d'Incarville dans l'Eure, tuant 2 agents pénitentiaires. Mohamed Amra devient alors le fugitif le plus recherché de France. Une centaine d'enquêteurs auraient été mobilisés quotidiennement. C'est finalement, au bout de 9 mois, que les forces de police ont retrouvé sa trace, découvrant qu'il n'était plus en France. La mouche a été repérée en Roumanie et arrêtée samedi dernier. Dimanche, le lendemain de son arrestation, le ministre roumain de l'Intérieur s'est félicité, affirmant que la police de son pays avait interpellé Mohamed Amra en seulement 48 heures après avoir appris qu'il était présent sur leur territoire. Visiblement, plus rapide et efficace qu'en France. Selon les premiers éléments de l'enquête, Mohamed Amra aurait déclaré lors de son arrestation être venu en Roumanie pour faire des opérations de chirurgie esthétique afin de changer de visage avant de s'envoler vers la Colombie. Le transfert de Mohamed Amra de la Roumanie vers la France a eu lieu mardi. Souriant, le narcotrafiquant ne semblait pas impressionné par l'idée d'un retour dans les prisons françaises. Vous avez peur de rentrer en France ? Il s'est presque soulagé avant-hier. Souriant en tout cas. Bah si, quand même, non ? Lors de son arrivée, il a été mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, évasion, vol, recel de vol et association de malfaiteurs en bande organisée. Le soir même, il a été transféré vers la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, où il a été placé à l'isolement, selon la procédure de contrôle la plus ferme. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, se dit satisfait de ces conditions. Et je remercie le juge des libertés de la détention, devant lequel M. Amra a été présenté, qu'il l'a mis dans le quartier d'isolement que nous avions désigné avec l'administration pénitentiaire, puisque j'avais demandé qu'il soit mis à l'isolement à la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est sans doute l'une de nos 2 prisons les plus carcérales, qui permet un régime d'isolement extrêmement strict. Il aura le droit à 1 heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques. C'est donc un régime d'isolement extrêmement difficile qui préfigure le régime de détention que je vais proposer au Parlement la semaine prochaine pour la prison de haute sécurité qui soit choisie également. Actuellement, 17 000 narcotrafiquants sont en prison en France. Chacun coûte 32 000 € par an aux contribuables français. Certains trafiquants continuent leurs activités criminelles depuis leurs cellules. Le cas de Mohamed Amra est typique. Pendant plus de 2 ans, il a fait prospérer son réseau. Outre les sécurisations de points de deal et les commandes d'assassinat, des jeteurs lui assuraient un approvisionnement régulier en marchandises diverses. De l'alcool et du tabac étaient jetés par-dessus les murs de la prison à son attention. C'est probablement depuis sa prison qu'il a organisé son évasion. Reste à savoir combien de temps il restera dans ce régime de haute surveillance avant de réorganiser son réseau ou sa nouvelle escapade mortelle. Et nous poursuivons aux côtés de Renaud de Bourleuf, cette fois pour un rapide tour de France. Le bras de fer France-Algérie agite toujours la galerie. Ce mercredi, le Premier ministre François Bayrou a convoqué un comité interministériel de contrôle de l'immigration. La question algérienne est au cœur de la réunion, après l'attentat de Mulhouse commis par un clandestin sous OQTF, qu'Alger avait refusé 10 fois de reprendre. Plusieurs moyens sont évoqués pour faire pression sur le pays du Maghreb, les droits de douane et l'aide française au développement, qui s'est élevée à 136 millions d'euros en 2023. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a évoqué l'idée de restreindre les visas.
Un coup d'épée dans l'eau si un visa est obtenu dans un autre État de l'espace Schengen, un point que le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a soulevé. Je vais proposer que tous les pays européens, en même temps, puissent restreindre leur délivrance de visas. Sinon, quand on le fait à titre national, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Des propos qui sonnent comme un nouvel aveu d'impuissance. Tapis rouge pour le Maroc au Salon de l'Agriculture de Paris. Cette année, le Royaume chérifien est l'invité d'honneur de l'événement du monde paysan qui se déroule à Paris jusqu'à dimanche. Une véritable provocation pour les producteurs de tomates. En effet, les maraîchers français mettent sur la table la concurrence déloyale entre les deux pays. Alors que 69% des tomates consommées en France viennent du Maroc, les normes et le coût de la main-d'œuvre ne sont pas les mêmes. Les agriculteurs appellent à sortir de l'accord de libre-échange entre la France et le Maroc, qui depuis 2012 exempte les tomates de droits de douane. Un problème qui pourrait devenir dérisoire au regard des conséquences de l'accord Mercosur. Pas de pitié pour les garçons, alors que la procédure pour harcèlement contre Julien Bayou a été classée sans suite. L'écologiste pourfendeuse de barbecue, Sandrine Rousseau, a confessé qu'elle n'avait aucun regret dans cette affaire Julien Bayou. L'ancien secrétaire national du mouvement avait pourtant été évincé de son poste après des accusations de harcèlement et abus de faiblesse lancées dans la presse par Sandrine Rousseau, visiblement soucieuse d'installer une femme à la tête du parti. Celle qui avait aussi dénoncé le harcèlement dont elle avait été victime face à un autre écologiste, Denis Baupin, a estimé que la justice avait ses critères, mais que la question était politique. Comprendre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Gaudi aux premières loges de la Grande Boucle. Mardi, une partie du parcours du Tour de France 2026 a été annoncée. Pour la première fois, les cyclistes commenceront par un contre-la-montre par équipe à Barcelone, en Espagne. Le format de l'épreuve, le chrono par équipe, n'est plus apparu sur le Tour depuis 2019 à Bruxelles. La ville catalane avait pour sa part déjà accueilli la Grande Boucle à 3 reprises, mais jamais le grand départ. Et nous continuons avec l'actualité internationale. La Roumanie renoue avec les méthodes de Ceausescu. Alors qu'il s'apprêtait à déposer sa candidature pour la nouvelle élection présidentielle organisée au mois de mai, le candidat patriote Călin Georgescu a été arrêté et placé en détention provisoire. Un nouvel épisode particulièrement inquiétant pour les démocraties européennes, alors que le premier tour de l'élection présidentielle de décembre, où Călin Georgescu était sorti en tête, avait déjà été annulé pour des prétextes fallacieux. Nous reviendrons plus longuement sur le coup d'État eurocrate qui se profile en Roumanie dans l'édition de jeudi. Elon Musk voit ses effectifs réduits dans sa propre organisation. Mardi à Washington, 21 employés du département de l'efficacité gouvernementale ont présenté leur démission. C'est environ un tiers de l'organisation dirigée par Elon Musk visant à réduire les dépenses inutiles. Les 21 fonctionnaires démissionnaires jugent que leur mission consisterait à fragiliser l'appareil d'État. À ce moment, les 2 millions de fonctionnaires fédéraux recevaient un courriel intitulé « Qu'avez-vous fait la semaine dernière ?» qui les appelait à répondre en faisant état de leur mission accomplie sous peine d'être renvoyés. Ça ne sera pas la peine. Le titre de résident américain est à vendre. Donald Trump a récemment annoncé qu'il mettrait en vente une carte dorée à l'image des cartes vertes autorisant les étrangers à travailler aux États-Unis. Ces dernières devraient donc offrir un titre de résident américain permanent pour la modique somme de 5 millions de dollars. Donald Trump a expliqué que c'était l'occasion pour, je cite, les gens riches d'arriver dans ce pays pour avoir du succès, dépenser beaucoup d'argent, payer beaucoup d'impôts et employer beaucoup de monde. Petite sucrerie pour anéantir la presse classique, Donald Trump a précisé que les oligarques russes sanctionnés par les États-Unis ou l'Union européenne pourront aussi prétendre à cette Gold Card. L'Occident au top de l'humanité. Une dépêche d'agence de presse s'est répandue dans les médias comme une traînée de poudre. Elle concerne un couple d'Australiens qui a jugé utile de raconter un voyage en avion entre Melbourne et Doha. Un voyage durant lequel une passagère est décédée à côté de leur siège. Et les deux époux ont donc expliqué à la presse comment ils avaient dû passer le trajet à côté d'un cadavre. La dépêche ne s'attarde pas du tout sur la personne décédée, mais bien sur l'expérience visiblement passionnante de ces deux personnes presque amusées d'avoir quelque chose d'insolite à raconter. Décidément, chacun voit midi à sa porte. Et c'est la fin de ce journal qui approche. Vous pouvez dès à présent regarder le Zoom du jour avec Jean-Claude Rollina. Il revient sur l'histoire de la principauté de Monaco. Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Passé Présent. Guillaume Fiquet reçoit Christian Destremaux pour sa biographie d'Ibn Saoud, seigneur du désert, roi d'Arabie. Sur la chaîne format court de TVL sur YouTube, Hervé Juvin évoque les tensions entre l'Inde et la Chine. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain. En attendant,
Bonne soirée.